Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc c'est très très rare que je fasse des vidéos facecam plutôt, sur cette chaîne de wrestling. Mais si ça vous intéresse ou si vous aimez bien le fait que je me montre comme ça, contrairement au weekly d'NXT, n'hésitez pas à le dire. Et comme ça, je pourrais, uniquement pour les PLE, parce que les weekly, la façon que je l'ai fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple et rapide de faire le montage que là, pour les PLE, sont des occasions particulières. Je peux me permettre de mettre un peu plus de temps dans le montage, mais ce sera pas énorme, hein, ça sera juste rajouter des photos là. Euh, mais contrairement au Weekly où j'ai déjà tout prédécoupé à l'avance, euh, là, ça me prendra un tout petit peu plus de temps, mais voilà. Donc, Stand and Deliver, alors on va en revenir en conclusion, parce que le show en lui-même était vraiment bon, hein, ça, il n'y a pas de souci à dire, hein. J'ai même mis un 5 étoiles, voilà, donc je crois qu'il y a 3, 4 matchs qui sont au moins dans les 4 étoiles, un 5 étoiles, il y en a un ou deux que j'ai mis en dessous, parce que je n'ai pas trouvé ça incroyable. Voilà. D'ailleurs, pendant que je fais mon intro, je vais vite fait regarder le résultat du match qui a eu lieu euh, lors du pré-show, parce que je l'ai pas regardé. Voilà, tout simplement. Parce que franchement, ça ne m'intéressait pas tant que ça, le pré-show. Et je pense que ça a intéressé personne, hein, voilà. Joe Gacy a battu Sean Spears par tombée. Ok. Bon bah moi j'avais pronostiqué l'inverse. Tant pis. Voilà. Et du coup, alors le show, moi je l'ai pris en cours de route. Alors je l'ai remis au début, mais du coup je l'ai pris un peu tard. Donc j'ai essayé de pas me faire spoiler. C'est pas simple, mais bon voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais revenir sur un match comme je le fais habituellement, sauf qu'habituellement, vous ne me voyez pas, et je vais vous donner mon pronostic que j'ai fait sur le match juste avant. Et voilà. Donc, le premier match, l'opener, qui a été Axiom et Nathan Fraser contre Wolf Dogs, donc Baron Corbin et Braun Breaker, pour les titres par équipe. Mon pronostic, c'était Axiom et Nathan Fraser, donc à chaque fois, je vais expliquer pourquoi. Donc j'avais écrit, je pronostiquerais Axiom et Nathan Fraser, je n'y crois pas du tout. Voilà, j'y croyais pas du tout et j'ai bien fait de pas y croire. Mais il y a deux raisons à ça. D'abord, cela leur permettrait d'avoir une revanche suite à leur élimination du Dusty Rhodes Tag Team Classic, puisque pendant le dernier épisode d'NXT, j'avais fait des recherches suite à leur victoire et effectivement, j'avais bel et bien trouvé le fait que Axiom et Nathan Fraser avaient été éliminés du tournoi par les Wolf Dogs. Du coup, ça faisait que d'un côté, je croyais pas en leur victoire, puisqu'ils avaient déjà perdu contre les champions avant qu'ils deviennent les champions. Mais en même temps, ça pouvait faire une sorte de revanche et que cette fois, ils arrivent enfin à les battre. Bon, on verra que finalement, ça n'a pas marché. Et ensuite, j'ai mis, mais aussi cela permettrait à Braun Breaker de définitivement faire son entrée à SmackDown et du coup de quitter petit à petit NXT. Mais bon, on a bien vu que ça n'est pas ce qui s'est passé. Le match a été vraiment très très cool. Euh, j'ai noté quelques petits trucs intéressants, notamment magnifique prise de vitesse vers le début de Braun Breaker qui t'envoie une lariat de dingue sur Axiom. C'était génial. J'ai noté un beau Spanish Fly d'Axiom sur le ring après une course et ensuite il en refera un autre depuis la troisième corde. C'était trop bien. On a le contre du Spear avec un running knee, running kick plutôt. Et ça, c'était très bien parce que de mémoire, ça reprenait la façon dont ils avaient perdu un match il y a pas longtemps. Parce que je crois qu'ils avaient également affronté les champions il y a pas longtemps. Ou alors c'était pendant une baston, je sais plus. Ou alors c'était une autre équipe. Attends, je bug. Et il y a un moment dans un match où Baron Corbin, il fait une powerbomb à quelqu'un, il le relève, et au moment de le relever, Braun Breaker, il dégomme le mec, et ensuite il gagne le match, mais je n'arrive pas à me souvenir de quelle équipe c'était en face à ce moment-là. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que sur ce moment-là,
on a remarqué que ça pouvait servir de fin de match pour les Wolf Dogs, et du coup, ça avait été contré. J'ai noté un truc auquel je m'attendais pas, splash de la troisième corde de Baron Corbin, genre Baron Corbin, il saute de la troisième corde maintenant, incroyable. Victoire du coup finalement des Wolf Dogs après un End of Days sur Axiom. Ensuite, Baron Corbin tente d'en mettre un sur Nathan Fraser qui arrive à un peu, pas spécialement à esquiver, mais à ressortir de la prise avant de se la prendre entièrement. Au moment où il ressort, il se prend un gros spear Braun Breaker et du coup victoire de Wolf Dogs avec le tombé de Corbin puisque c'était lui qui était le catcheur in-ring. Du coup, en commentaire, j'ai mis que le public était investi dans ce match, et on verra que le public n'a pas été investi dans tous les matchs, comme moi d'ailleurs. Et j'ai noté aussi que les entrées manquaient de prestige pour un tel PLE, et d'ailleurs, c'est un commentaire que je n'ai pas fait pour les autres matchs, mais qui concerne tous les matchs, sauf le main event. Le main event avait plutôt des belles entrées, les autres c'était plutôt des entrées classiques de PLE. T'as pas l'impression d'être dans le PLE de NXT, quoi. On en reparlera en conclusion. Mais voilà, on a plutôt l'impression d'être dans un PLE classique de NXT et pas spécialement dans le Stand and Deliver, le gros show de NXT de l'année. En tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça. Voilà. En note, j'ai mis 3,75 sur 5 parce que le match, je l'ai trouvé quand même assez court. J'aurais peut-être aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Voilà, ça allait un peu dans tous les sens, c'était assez cool. Mais j'ai trouvé que c'était plus un match assez classique entre les deux équipes. Et j'aurais préféré un peu plus de spectacle ou je sais pas, j'aurais préféré plus. Là, j'ai trouvé que c'était plus un match classique, parce que j'ai pas l'impression que c'était différent du match qu'ils avaient déjà eu précédemment les uns contre les autres, donc c'est un peu dommage. Mais bon, 3,75 sur 5, ça reste quand même une très bonne note. Ensuite, on a eu le match que moi j'ai préféré de la soirée, c'est Obafemi contre Dijak contre Josh Briggs pour le titre nord-américain. Ce match était génial. Euh, Mon prono c'était Obafemi, voilà, avec un pronostic très simple. Je pronostiquerai Obafemi. Je m'attends à un excellent match, mais pas à ce que le champion perde aussitôt, même si j'aimerais bien voir Josh Briggs avec une ceinture. Voilà. Et au final, ce que j'avais dit, hein, je m'attends à un excellent match. Et c'est même pas un excellent match qu'on a eu. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Peut-être que d'autres préféreront le main event. Peut-être que d'autres préféreront le titre, enfin le match pour le titre féminin. Chacun a forcément ses préférences. Mais alors pour moi, le meilleur match de Stana Deliver, c'était celui-ci. Parce que bon bah une de WrestleMania commence seulement dans 2 heures, au moment où j'enregistre. Donc il y a encore un peu de temps d'attente. Mais pour l'instant, pour moi, c'est le match de la soirée. Euh, En résumé, j'ai noté pas mal de petites choses. Dijak et Josh Briggs qui font équipe en début de match. Ça, c'est très cool. Ils savent que Obafemi, c'est un monstre. Ils s'entraident. Bon, au bout d'un moment, et même très rapidement, Dijak attaque Josh Briggs, hein, ce qui met fin à l'alliance, même si à un moment donné, ils vont se remettre à s'allier un petit peu. Mais quand même, ils vont quand même bien s'envoyer dans la tronche. J'ai noté à un moment donné Josh Briggs qui attrape Dijak sur la troisième corde par le cou et qui le balance à l'extérieur du ring sur Obafemi qui est à moitié KO sur une chaise roulante là. Ce move il est incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on a noté d'autre? Obafemi qui va se prendre un double chokeslam par justement Josh Briggs et Dijak, comme je disais à un moment donné, qui revient pas en équipe. Et puis à un moment donné, Obafemi il revient dans le match, il chope les deux, vlam, chokeslam sur les deux autres qui avaient dû être à deux pour le soulever. Et lui il soulève les deux autres tranquille. C'est génial. J'ai noté aussi grosse lariat de Josh Briggs sur Dijak. Les deux sont sur la troisième corde et là, paf, il envoie une grosse lariat. C'était trop bien, j'ai adoré. Qui s'est passé d'autre? Oui, Dijak qui en plus casse le tombé. Oula, j'ai frappé mon micro. Dijak qui casse le tombé en mettant le pied sur les cordes, ça j'ai adoré. Euh,
je reviendrai, mais en termes de cassage de tombée, on a tout eu, hein. On a eu le classique, je lève le bras, le classique, enfin vieux classique, hein, parce que ça devient de plus en plus rare, mais j'attrape la corde avec la main, je mets le pied sur la corde, ou les adversaires ou alliés dans les matchs par équipe qui cassent les tombées pour sauver le match. Eh ben ça, on a eu les trois dans le même match, donc c'était trop bien de pas tout le temps voir la même façon de casser un tombé. Bref, je suis très pointilleux là-dessus, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est chiant de tout le temps voir les mêmes choses. Du coup, j'ai noté aussi Josh Briggs, il va kick out du shock slam de Dijak, mais vraiment direct, hein. Il se prend le shock slam, il se relève quasiment direct en hurlant. C'était trop bien. Ensuite, il se prend une sorte de, je sais pas trop ce que c'est. C'est pas vraiment un pop rocks parce que Josh Briggs n'était pas vraiment courbé, mais dans l'idée de la prise, ça revient un peu au même. Euh, Ça, c'était vraiment impressionnant, parce qu'avec les petits gabarits, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile, mais là, tu as des gros gabarits qui le font aussi, donc c'est génial. J'ai noté Obafemi va réussir à porter Dijak et Josh Briggs, ça c'était impressionnant, parce qu'en gros, t'as Josh Briggs est sur la troisième corde. Dijak, il monte le rejoindre et il le prend sur les épaules, un peu comme pour faire son finisher, attitude adjustment, bref, ce genre de truc. Et là, t'as Obafemi qui arrive, qui prend Dijak sur ses épaules. Donc il a un mec sur les épaules, qui a l'autre lui-même, enfin un gars assis sur ses épaules, qui a lui-même un gars allongé sur ses épaules. Bref, c'est impressionnant. Obafemi, il nous fait une performance physique à la John Cena qui porte Big Show et Edge en même temps. Voilà, là il fait pareil, il porte les deux mecs tranquilles entre les deux, puis après il bascule sur le côté. C'était très impressionnant à voir. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Nanana. Dijak va porter deux fois oui, son finisher sur Obafemi. Et du coup, le tombé va être cassé puisque Josh Briggs va tirer l'arbitre avec ses du ring. Encore une autre façon de casser le tombé, c'est génial. Et j'ai noté, oui, ça aussi c'était très très bien. T'as un moment donné, t'as Dijak qui fonce vers Obafemi à l'extérieur du ring. Obafemi, il esquive. Du coup, Dijak, il se prend la barricade. Et là, Obafemi, il se retourne. Et t'as Josh Briggs qui arrive d'un autre côté et qui dégomme Obafemi, qui traverse la barricade. C'était génial, c'était parfait. Après, Dijak et Josh Briggs continuent de se battre. Josh Briggs, il se prend une fois le finisher de Dijak à l'extérieur du ring, une fois à l'intérieur du ring, il tente le tomber, et là, t'as Obafemi qui revient, qui attrape Dijak par le cou, qui lui envoie sa powerbomb sur Josh Briggs qui est KO sur le ring. Obafemi fait le tomber sur Josh Briggs, 1, 2, 3, victoire d'Obafemi qui conserve son titre. Voilà, j'ai noté match sponsor par Knuckles. Voilà, très, j'ai envie de dire, d'un côté ce serait bizarre et en même temps c'est un peu logique, hein. T'as trois big men qui se sont envoyés des trucs dans la gueule, en sachant que Knuckles c'est un peu la force brute de l'équipe de Sonic. Tu te dis, ouais, la sponsor sur le bon match, j'ai envie de dire, voilà. Je crois que c'est le match qui a reçu le plus de chants différents pendant le match, hein. On a eu des This is Awesome, des chants NXT, des Holy Shit. Même dans le main event, on n'a pas eu autant de chants que dans celui-ci. Bref, c'était juste incroyable. J'ai mis 5 sur 5, hein. Pour moi, ce match, il était parfait. Et je ne dirais pas qu'il était parfait juste parce que j'ai eu le bon prono, juste que le match était parfait. Franchement, je l'ai trouvé incroyable. J'aurais aimé que Josh Briggs y gagne, mais bon, même si Josh Briggs avait gagné, je peux pas mettre plus de 5 sur 5. Mais pour moi, ce match, ouais, il y a rien de plus à dire. Il était trop bien. Je veux dire, on a eu du très bon divertissement, on a eu des big men qui se promettaient de s'en mettre plein la gueule, ça s'en est mis plein la gueule. On a eu des gros moves, on a eu des near fall à foison, bref, c'était juste génial, hein. J'ai kiffé ce qui s'est passé dans ce match. On va passer au suivant, hein, qui du coup pour moi est le pire match de la soirée. Voilà, de toute façon je pense que tout le monde s'y attendait, hein. Personne forcément s'attendait à grand chose de ce match. Match numéro, je vais dire match numéro 2, non, parce que sur les pronos c'était le deuxième que j'ai noté. Match numéro 3, JC Jane contre Easy Dame, enfin JC Jane, Easy Dame et Kiana James contre Hale Fallon Henley et Kelani Jordan.
Mon pronostic, c'était, enfin je pronostiquerais une victoire de la team Thea Hale, notamment parce que les Heels dominent la storyline depuis le début, notamment avec des agressions, ce genre de choses, des interventions. Donc je m'attends à un feel good moment sur ce match avec une victoire de Thea Hale. Du coup, le match, j'avoue que je suis pas rentré dedans du tout. J'en avais rien à foutre de ce match. Hein, je l'ai pas dit dans mes pronos pour être poli, mais j'en avais absolument rien à faire. Euh, j'ai envie de dire, quand tu regardes les participantes, on a quand même des grosses participantes, dont certaines que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jessie Jane, j'aime beaucoup Kiana James, j'aime beaucoup Fallon Henley. Donc ça en fait trois que j'adore. Après, Izzy Damé, on la connaît pas suffisamment pour que je puisse l'adorer autant. Bon, après, on va dire, oui, mais t'adores que Carmen Petrovic, qu'on voit encore moins. Mais bon, après, Carmen Petrovic, c'est parce qu'elle a un style de combat que moi, j'aime beaucoup. Alors que euh, Izidame, c'est une big woman et bon bah les big women, c'est pas trop mon style de catch préféré, donc faut laisser le temps un peu à Izidame. Après Tahel, c'est une bonne catcheuse, mais j'aime pas son personnage. Hein. J'ai trouvé que c'était un peu comme une rétrogradation de la remettre dans son ancien personnage, alors que j'adorais le fait qu'on la fasse évoluer. Et d'un coup, boum, j'ai envie de dire que si on prenait une échelle où elle montait, d'un coup, pouf, elle est retombée tout en bas avec son personnage. Je trouve ça un peu décevant, mais bon, on verra avec le temps. Elle est encore très très jeune, elle a le temps d'évoluer avec le temps. Et puis bon, à Kelly Jordan, j'ai beaucoup de mal. Encore une fois, Kelly Jordan, c'est un peu comme Tahel, hein, c'est très bonne catcheuse dans le ring, même s'il y a eu quelques approximations au niveau d'elle ce soir. Mais dans la globalité, Kelly Jordan, ça reste une bonne catcheuse. Hein. Je trouve qu'elle fait des très belles choses dans le ring, mais son personnage, il n'y a pas vraiment de personnage. J'en ai rien à faire, quoi. Voilà. Bref. Malgré ça, bah, j'ai pas trop regardé le match. Enfin, j'ai regardé le match sans regarder, quoi. J'étais en train de manger en même temps. Puis, voilà, j'en avais absolument rien à faire. Il y a quand même deux, trois choses que j'ai notées d'intéressant. J'ai noté notamment Fallon Henley qui va faire un bulldog sur Kiana James en portant un dropkick sur Fallon Henley, sur Easy Dame en même temps. C'était sympa. Un Spanish Fly de Kiana James sur Fallon Henley depuis la troisième corde. Ça, c'est un peu des classiques qu'on a à NXT, quand on voit des Axiom et tout. Mais bon, c'est toujours très cool à voir. Et j'ai noté victoire de la team Thea Hale avec sa prise de soumission, la clé de bras sur Izzy Dame. Voilà, bon, après, ça m'étonne pas, hein, parce que Kiana James, c'est un peu. Enfin, Kiana James et Jessie James sont deux des plus grosses heels de NXT chez les femmes avec Blair Davenport. Donc, c'était assez logique que ce soit Izzy Dame qui est juste la bras droit de Kiana James, hein, qui offre la défaite. Commentaire, j'ai mis, ben, je suis pas dedans, hein, et le public non plus. Et oui, parce que moi, je suis pas rentré dans le match, mais le public en avait rien à faire non plus. Je veux dire, le seul moment où le public réagissait vraiment, c'est quand il y avait Thea Hale. Notamment ce moment où Thea Hale et Jessie Jane se retrouvent enfin face à face, puisque pendant toute partie du match, Jessie Jane évite de tomber contre Thea Hale. D'ailleurs, tu te demandes pourquoi, je veux dire, Jessie Jane, elle se croit supérieure à Thea Hale. Terrell n'a rien fait à NXT qui pouvait montrer qu'elle était plus forte que Jessie Jane, mais pourtant Jessie Jane elle fuit Terrell, je veux dire, c'est pas logique. Je veux dire, si tu crois que tu es supérieur que l'autre, bah, tu le fuis pas, au contraire, tu vas, tu montres que tu es supérieur, que là, Jessie Jane, elle a montré qu'elle était supérieure grâce à des fourberies, plein de choses. Elle a toujours réussi à déstabiliser Terrell, et puis là, une fois qu'elles sont en match, je suis en mode, oh là là, j'ai trop peur et tout. Je comprends pas trop l'écriture de Jessie Jane dans ce match. C'est pas terrible. Encore, si elle s'était pris une raclée juste avant Stand and Deliver, à la limite, qu'elle veuille fuir le match contre Thea Hale, je comprendrais. Mais là, je veux dire, t'as une personne qui fait deux têtes de moins que toi, t'as une personne que tu penses être supérieure et tout. Enfin, du coup, tu devrais pas la fuir. Un peu chelou. Mais bon, il y a un moment donné où les deux catcheurs se retrouvent face à face. Jessie Jane ne peut pas faire le tag avec quelqu'un d'autre. Du coup, ils y vont et puis elles se mettent des droites. Puis dès que Jessie elle met une droite, du coup, t'as tout le public qui est en train de la huer. Puis dès que Tahel elle met une droite, t'as tout le public qui est en train de d'ovationner. Et du coup, bah, en fait, à part limite ce passage-là, bah, le public, il en a rien à foutre. Hein.
et moi non plus, tout le monde, hein. Voilà, les limites, on nous aurait mis un Terry contre Jessie Jane, juste l'une contre l'autre à la limite, ça aurait été bien. Mais là, le 3 contre 3, tout le monde s'en fiche. Et pourtant, il s'est passé des bonnes choses, hein. Le match n'était pas non plus nul de chez nul. Mais c'est juste que ben tout le monde s'en fiche. Donc voilà. En autre commentaire, j'ai mis Jazz va intervenir avec un kick sur Kelani Jordan. Et oui, parce que même avec un bras dans le, j'allais dire un bras dans le plâtre, elle a quand même pu intervenir dans le match. Voilà. Et voilà, j'ai mis 2,75 sur 5. C'était pas beaucoup plus intéressant que ça. Et tout le monde s'en fichait. Voilà, j'ai mis un peu plus de la moyenne quand même, pas beaucoup plus, parce que bon, voilà, faut pas abuser non plus. Mais c'était pas non plus mauvais au point d'être en dessous de la moyenne comme note, quoi. Et juste après, je le dis maintenant, mais on a annoncé la création du titre nord-américain féminin. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment il va être gagné, est-ce qu'il va y avoir un tournoi menant à un match pour ce titre-là? Est-ce qu'il y aura des qualifications pour un match à stipulation, genre un match de l'échelle, un truc comme ça pour gagner ce titre? J'ai hâte de savoir tout ce qui va se passer pour remporter ce titre et notamment qui rentrera dans l'histoire en tant que la toute première championne nord-américaine de l'histoire de NXT. J'ai très hâte. J'espère pas quoi, mais je m'attends à forcément une catcheuse de la mid-card hein, qui fait du bon taf, genre Lola Vice. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. On verra du coup avec le temps. Voilà, donc on va pouvoir passer au match numéro 4, du coup, qui est Lyra Valkyria contre Roxanne Perez pour le titre de NXT. Donc voilà ce que j'avais écrit dans l'onglet communauté, hein, tout ce que je dis là sur les pronostics, vous pouvez le retrouver dans l'onglet communauté. J'avais noté, je pronostiquerais Roxanne Perez, même si je l'ai beaucoup critiqué ces derniers temps, à propos du heel turn et tout, que moi je trouve hyper mauvais, hein. J'ai vu des gens sur internet, sur Facebook, qui disaient oh meilleur heel turn, elle est géniale en heel. Bon, j'avoue qu'elle joue très bien son personnage de heel. Enfin, du moins en termes d'expression faciale, des choses comme ça. Oui. Par contre, après le heel turn, il était à chier. À chier, franchement. Quand elle a fait sa promo et tout, là, on aurait plus dit une babyface qu'on empêche de récupérer le titre et qui est victime des machinations des officiels plus qu'une île. Hein. Franchement, elle était totalement dans un délire de comment on appelle ça déjà, d'outsider, à aucun moment c'était une promo de île, hein, franchement. Et voilà. Bon. Après, c'est chacun son avis. Hein. Il y en a qui ont adoré le heel turn. Moi, je l'ai trouvé vraiment à chier. Après, hein, chacun a ses avis. Mais j'imagine bien la WWE vouloir tenter un règne de heel pour Roxanne. Son histoire de championne qui a jamais perdu le titre tient la route pour le récupérer, même si je trouve ça léger pour un heel turn. Bon, voilà, hein, j'ai pas lâché l'affaire, même dans mon prono. Cette histoire de heel turn de Roxanne Perez, je le trouve très mauvais comparé à un heel turn de Braun Breaker, à un heel turn de Carmelo Hayes. Bref, ceux-là, ils étaient cool. Là, ici, c'était hyper mal foutu. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Le match, eh ben, j'avoue que je l'ai quasiment pas regardé. Alors là, j'étais pas dedans du tout. Le début de match, en vrai, me plaisait pas tant que ça. Et du coup, bah, j'ai vite abandonné le match. En plus, j'étais en train de discuter avec une amie. Parce que bon, voilà, ça vous regarde pas spécialement, mais en ce moment, je vais pas super bien. Et du coup, voilà, j'avais besoin de voir du monde, donc j'étais en train de planifier ma journée de demain avec une amie, voilà, pour aller voir un match de sport. Et ensuite, bah, justement, de se mater du catch ensemble, voilà, où je vais lui faire découvrir quelques matchs que moi j'adore, pour la faire rentrer dans le catch. Enfin, dans le monde du catch, je lui ai déjà montré plein de matchs, mais ça fait quand même 1 ou 2 ans qu'on n'en a pas rematé ensemble, donc voilà. Puis juste discuter, aller voir un match de Corf et tout, ça va être sympa. Mais voilà, j'avais besoin de parler, de voir du monde, donc du coup, bah, comme ce match-là, j'arrivais pas à rentrer dedans, que ça m'intéressait pas, bah, du coup, j'étais en train de planifier ma journée de demain pendant ce match.
Du coup, j'ai juste noté victoire de Roxane Perez avec la combinaison d'un Poison Rana, d'un Pop Rocks et ensuite d'un Crossface dans lequel abandonnera Lyra Valkyria. Je l'ai quand même noté 3 sur 5, hein, parce que quand je dis que j'étais pas dedans, j'étais pas non plus en train de regarder ailleurs ou de faire totalement autre chose, hein. J'avais quand même, bon, j'étais sur mon téléphone en train d'envoyer des messages, j'ai quand même de temps en temps mon regard sur l'écran. Donc j'ai bien vu que c'était pas non plus mauvais, mais je m'attendais à un match mieux que ça, honnêtement, hein. Voilà, je veux dire, toute la première partie du match, je la trouvais hyper ennuyeuse. En plus, je trouvais que ben, Roxane Perez, sur certains moments, elle n'était pas trop en mode heal. C'est juste, après, d'un moment, elle va vraiment être à fond dans son perso, mais il y a des moments, j'ai l'impression de la revoir catcher un peu comme avant, alors que j'aime bien quand les catcheurs ou catcheuses catchent différemment quand ils sont face ou heal. Après, j'imagine que ça doit être très très difficile, hein, voilà, c'est compliqué de changer totalement de style de catch quand on est habitué à faire certaines choses. Mais voilà, le match en soi, il était pas nul, c'est juste que voilà, le début a mal commencé, et puis bah voilà, je suis vite parti ailleurs, parce que, bah, voilà, comme j'ai dit, moralement en ce moment ça va pas super bien, donc bah, c'était le moment où ma pote était dispo pour discuter, donc voilà. Bref, on passe au match suivant, du coup, Tony D'Angelo contre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Alors, j'ai pronostiqué un mauvais prono, hein. D'ailleurs, je crois que, attends, j'ai eu combien de bons pronos là-dedans? Alors, attends, j'ai eu, ça c'était faux, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était faux. Attends, mince, parce qu'à chaque fois j'ai quand même compté. Alors, ça j'ai pas eu bon, ça j'ai eu bon, ça j'ai eu bon, ça j'ai eu bon, ça j'ai pas eu bon. Ok, ouais. J'ai eu 4 bons pronos. 4 bons pronos sur 6 matchs que j'ai regardés. Bon, si on compte le kick-off, du coup, j'ai que 4 bons pronos sur 7. 4 bons pronos sur 7 ou 4 bons pronos sur 6, hein. Ça dépend si on prend le pré-show ou pas. Mais dans tous les cas, j'ai quand même majorité de bons pronos que de mauvais. Bon, après, en vrai, il y a des matchs, j'aurais pu avoir le bon prono, hein, si j'avais pas tenté les choses, hein. Faut tenter des choses des fois, hein. Voilà, mais bon, Braun Breaker, les Watch Dogs, c'était quasiment sûr qu'ils allaient gagner. J'ai voulu tenter. Bon, ça m'aurait fait un cinquième bon prono. Ici aussi, j'aurais pu m'en douter. Mais en fait, j'avais tellement envie de voir Tony D'Angelo champion. Avec ce personnage qu'il a là, j'avais tellement envie de le voir. En plus, avec la ceinture et tout, vraiment s'imposer comme le Don de NXT et tout. Et du coup, bah, j'ai tenté, hein. Voilà, j'ai noté ça. Je pronostiquerai Tony D'Angelo. Je fais ce choix notamment puisque Tony D'Angelo a dû être prêt à tout pour récupérer, a dit, pourquoi j'ai mis a dû, a dit être prêt à tout pour récupérer le titre de NXT. Donc pourquoi pas un rave bump dans ce match avec une triche. Ici, puisqu'on nous a montré que Dragunov est toujours blessé à la main et donc Angelo peut travailler sur ça pendant le match. De plus, cela pourrait libérer Dragunov en vue d'un possible passage au roster principal au moment de la draft. Euh, voilà. Et au final, ben, on n'aura pas tout ça. Au contraire, on aura tout l'inverse. Puisque moi je m'attendais peut-être à un race bump avec une tricherie pour gagner. Et effectivement, à un moment donné où Stax va proposer un point américain à Tony D'Angelo qui va refuser de prendre ce point américain et qui, du coup, même à un autre moment, Stax va monter sur le tablier pour pouvoir aider Tony, sauf que Tony lui dit non, tu descends, je veux faire ça à ma manière, je veux faire ça clean, je veux devenir champion. Clean, de manière honorable, et malheureusement, bah, voilà, il ne gagnera pas, mais voilà, moi qui m'attendais à une triche ou quoi que ce soit, vu de comment avait été teasé le show, et ben finalement, bah, c'est tout l'inverse. Euh, Angelo va juste tenter de faire les choses correctement. Donc, pendant ce match, j'avoue que le début, j'ai eu du mal aussi à rentrer dedans. Le début, c'était un peu lent et tout, mais après, c'est vite reparti, ça a été très stiff et tout, ça a été très serré.
Euh, j'ai noté quand même quelques petites choses sympas, notamment cette magnifique souplex de Tony D'Angelo qui propulse en plus Dragunov derrière lui dans les airs, c'était trop bien. Euh, j'ai noté Dragunov qui a envoyé la H-bomb, apparemment ça s'appelle comme ça, quand il fait son point là comme ça. Euh, sur Angelo à travers la table des commentateurs. En plus, c'était marrant parce que les deux se sont dit, bon, allez, on a tout le marre de l'autre, on enlève tout ensemble et après on se casse la gueule pour envoyer l'autre dedans. C'était assez drôle. Et du coup, c'est quand même Dragunov qui aura le dernier mot en faisant la H-bomb à travers ça. Et ensuite, on aura quand même un torpedo Moscou dans la nuque de Tony D'Angelo, suivi de la H-bomb depuis la troisième corde. Bref, euh, le match, il était vraiment sympa, peut-être un peu long, peut-être un peu trop long pour les catcheurs. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, mais je trouve que le match était quand même, je l'ai senti un peu long, surtout sur le début. Au bout d'un moment, tout s'est accéléré et tout, je trouve, mais je trouvais qu'une partie était quand même assez longue. Après, le match en lui-même est quand même très bien. J'ai passé un bon moment une fois que j'ai réussi à rentrer dedans. Et du coup, en commentaire, j'ai mis Tony, on va refuser de tricher. On va voir quelques chants du public, pas autant que le match d'Obafemi, on va voir quelques chants, ce qui est plutôt cool. Et j'ai noté notamment une marque de respect entre les deux hommes à la fin du match. Voilà, pour la préparation du match, ça a été compliqué, il y a eu des menaces, des trucs. Mais à la fin, on termine sur du respect. Les deux hommes se serrent la main et c'est très bien. J'ai noté ça à 4 sur 5. Pour moi, 4 sur 5, c'est honnête pour ce qu'on a eu. Voilà. En plus, pour un match dans lequel j'ai eu du mal à rentrer, je trouve que c'était très bien. Et on passe ensuite au main event. Carmelo Hayes contre Trick Williams. Mon prono était Trick Williams. J'ai juste noté ceci. Pareil, comme pour Obafemi, ça me paraissait tellement une évidence que c'est très court. Je pronostiquerai Trick Williams, même si je ne suis pas dans la hype de Williams. Ça, je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je n'ai aucune hype pour Trick Williams. Hein. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je n'ai aucune hype derrière lui. Voilà, mais même si je ne suis pas dans la hype de Williams, j'imagine pas comment la WWE ne peut pas faire gagner un catcheur avec autant de popularité avec le public. Et donc, eh ben, j'avais raison, hein, et je pense que demain, on aura la même chose avec LA Knight, voilà, pour donner un peu de feel good moment au public. D'ailleurs, c'est ce que j'ai noté dans mon prono d'LA Knight, hein, vous verrez dans la vidéo concernant sûrement la nuit 2 de WrestleMania, parce que je crois que lui et Jay Styles s'affrontent dans la nuit 2, si je dis pas de conneries. J'ai noté pas mal de petites choses intéressantes dans le résumé. Donc, j'ai mis, ils vont partir se battre dans le public. Et d'ailleurs, ça va enlever des points, le combat dans le public. Vous allez voir. Donc, c'était assez intéressant. Sauf que ce qui va déranger, c'est que l'arbitre ne compte pas, ne fait pas de décompte. L'arbitre, il les suit, puis en mode, allez, retournez dans le ring. Et c'est tout. Et c'est tout. Genre, il est pas en train de compter pour mettre la pression ou quoi que ce soit. Non, il est juste, allez, les gars, retournez dans le ring. Tu sais, c'est limite, tu vas le voir en train de siffler, tranquille, en train de les suivre. Allez, bon, les gars, rentrez dans le ring maintenant. Bon, les gars, là, le ring, évidemment, vous avez oublié qu'on était dans un match simple et non un match sans disqualification. Bref, ça m'a un peu dérangé. Honnêtement, ça m'a totalement dérangé. Un arbitre qui compte pas alors que les catcheurs sont à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que tu ne comptes pas? C'est une bonne question. Bah oui, qu'est-ce qui fait qu'il compte pas? Normalement, deux catcheurs ou même un est à l'extérieur, tu fais le décompte. C'est un match simple, tu fais le décompte. Tu vas pas les poursuivre. Je veux dire, les arbitres font pas ça dans tous les matchs. Pourquoi là tu le fais et pas ailleurs? Enfin, pourquoi là tu les suis et tu ne fais pas le décompte alors que vraiment tu devrais le faire? Enfin bref, ça m'a un peu sorti du truc au début. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est cool, ils se bastonnent, on montre qu'il y a de l'intensité, que les deux ils peuvent plus se blairer, mais en termes de règles, bah, c'est pas très respecté les règles. J'ai noté un moment que j'ai trouvé très beau, un rebond, vous savez, ces rebonds que fait Carmelo Hayes des cordes avec sa close line en se retournant. Il fait ça, mais vers l'extérieur et tout, c'était très cool. D'ailleurs, la table des commentateurs qui avait été explosée par Tony D'Angelo et Dragunov n'a pas été changée. Voilà, malgré les pubs qu'il y a eu avant, ils n'ont pas cherché à changer le truc. Bon. Ce qui fait que tu avais deux commentateurs qui étaient assis avec une table pétée à leurs pieds. Ça n'a aucun sens, mais bon.
C'est comme ça, ils vont sûrement au moins la réparer pour WrestleMania, j'espère, ils ont 2 heures pour le faire, hein. Enfin même plus que ça, parce que moi j'ai commencé à regarder Stand and Deliver vers 19h, ouais vers 19h, 19h30, alors que le show il commençait à 18h en France, euh, en heure française plutôt. Donc ce qui fait que quand moi ça s'est fini vers 23h, le show lui techniquement il s'est fini bah, 1h30, 2 heures plus tôt, donc aux alentours de 21h, 21h30. Donc entre 21h30 et 1h du matin, j'espère qu'ils auront eu le temps quand même de remettre une table à ces pauvres petits commentateurs. Du coup, j'ai noté aussi Melo qui va contrer le coup de genou de Trick Williams avec le Code Breaker, ça c'était très bien. Je m'y attendais pas, mais c'était très bien. Et surtout, on va avoir un match. En fait, pour moi, on a, et vous allez voir la note, hein, c'est pas anodin, mais on a un match typique de Roman Reigns. Franchement, on a le match typique de Roman Reigns, sauf qu'habituellement, c'est les Roman Reigns qui gagnent. Voilà, donc, mais c'est typiquement, voilà, Rave Bump, Trick Williams, il saute sur l'arbitre, en voulant sauter dans le coin sur Carmelo Hayes, il saute sur l'arbitre, ce qui fait que Carmelo Hayes en profite pour lui faire son coup d'avant-bras là derrière le genou. Ensuite, il va chercher une chaise et, du coup, bah, il se fait avoir puisque Trick Williams récupère la chaise, il explose le dos de Carmelo Hayes. L'arbitre revient, il retire la chaise, donc en retirant la chaise, il tombe par terre et Carmelo Hayes en profite pour un low blow. Et du coup, il tente de le tomber, sauf que ça suffit pas. Ensuite, deuxième rêve bump. D'habitude, avec Roman Reigns, il n'y en a qu'un seul. Là, deuxième rêve bump, puisque euh, puisque à un moment donné, Carmelo il voudra attaquer Trick Williams, et cette fois c'est lui qui dégomme l'arbitre. Voilà, l'arbitre qui tombe à l'extérieur du ring, et du coup Williams, enfin Carmelo il dit oh j'ai le temps de monter sur sa corde, il fait sa descente de la cuisse. Il y a un deuxième arbitre qui arrive maintenant, alors que il aurait pu arriver beaucoup plus tôt quand au premier ref bump quoi. Mais bon, là, il fait le décompte. Trick Williams se relève à nouveau. Carmelo Hayes, il en a marre. Il veut mettre un coup de chaise à Trick Williams. L'arbitre lui retire la chaise. Et là, bon, bah, ils partent tous les deux dans les cordes avec de l'élan. Coup de genou dans la gueule de Carmelo Hayes. Et victoire de Trick Williams. Et oui, je l'avais dit, je le savais. Je pense que tout le monde le savait. Voilà. J'ai mis en commentaire Melo arrive avec la tenue de Killmonger de Black Panther de 2018. Non, c'était pas le 2 qui est sorti en 2018. Non, ça doit être le premier qui est sorti en 2018. Bref, du premier Black Panther, hein, joué par Michael B. Jordan. Et Trick Williams, hein, lui, arrivait avec une sorte de kimono peignoir là qui fait penser aux boxeurs anglais. Et quand je dis boxeur anglais, je parle pas du pays, mais de ceux qui font de la boxe anglaise. Voilà. Du coup, j'ai noté le match 4,25 sur 5. Donc c'est à peu près les notes que je mets en général au match de Roman Reigns, hein. En général, les matchs de Roman Reigns, en général, c'est souvent en fonction de ce qui se passe après qui peut augmenter un peu plus la note. En général, les matchs de Roman Reigns, j'ai toujours entre 4 et 4,75 sur 5. Donc, on est dedans, hein, franchement. On a typiquement, comme je disais, un match type de Roman Reigns. C'est le match déjà long, parce que ce match, faut le dire, il était quand même assez long. On a tout ce côté où le début, c'est un peu lent à démarrer, un peu compliqué. Là, c'était un peu ça, c'était un peu de la frime du heel. Roman Reigns frime souvent quand il prend l'ascendant vers les débuts de match. Là, c'était pareil avec Melo, qui se permet de foutre des baffes sur la joue, derrière la tête, voilà, à se la péter. Euh, Ensuite, au bout d'un moment, on a l'action qui part, et c'est surtout vers la fin où d'un coup tout s'accélère, t'as le rave bump, et puis il se passe plein de choses, et en général, ça aide Roman Reigns à gagner. Ici, Carmelo Hayes, lui, ça n'a pas aidé à gagner. Mais voilà, on a typiquement un match écrit à la Roman Reigns, enfin écrit sur un match comme on a dans les matchs de Roman Reigns. Alors là, si quelqu'un qui a adoré ce match dit que les matchs de Roman Reigns c'est de la merde, et ben c'est qu'il connaît pas son truc parce qu'on a typiquement un match écrit euh, comme on fait tous les matchs de Roman Reigns depuis quelques années. Donc c'était marrant à voir. Et comme c'est Trick Williams qui a gagné, forcément les gens vont être contents parce que c'est pas Roman Reigns. Enfin, je parle pas de comme si les deux s'étaient affrontés, mais vous voyez ce que je veux dire.
Les deux ils gagnent dans le même style de match, mais forcément d'un côté à Trick Williams, de l'autre côté à Roman Reigns, donc c'est pas la même chose. Bref. Si j'ai mis 4,25 sur 5, c'est parce qu'il y a deux choses qui m'ont dérangé. Déjà, la première, c'est tout ce moment où ils partent combattre dans le ring, c'est quand même le principe d'un combat, d'être en ring, où ils partent dans le public et que l'arbitre ne fait pas de décompte à l'extérieur. Ça m'a dérangé. On est dans un match simple, les catcheurs ils sortent, tu comptes, c'est tout, tu comptes. Ok, tu leur dis de revenir dans le ring. C'est ce qu'ils font tous, les arbitres en mode, allez hop, revenez dans le ring, machin. Et ils comptent quand même. Je veux dire, fais ton décompte quand même. Voilà, même si tu mets plus de temps parce que tu essaies de leur expliquer, retourner dans le ring, machin, fais quand même ton décompte, mets-leur la pression. Là, j'ai trouvé ça un peu nul. Et le finish du match, eh ben, je l'ai trouvé un peu nul aussi. Ce truc de, ok, quand l'arbitre est KO, tu sors une chaise, tu te fracasses et tout. Bon, à la limite, ça passe. Sauf que quand même, une chaise, ça s'entend. Genre, l'arbitre, il entend des coups de chaise, il voit une chaise par terre, à aucun moment il dit, tiens, il y a quelqu'un qui a triché. Non, il continue le match comme si de rien n'était. Déjà, ça va pas. Euh, et ensuite, on a ce truc de comment dire, de Carmelo Hayes qui à la fin prend la chaise pour tenter d'agresser Trick Williams, mais carrément devant l'arbitre. Il en a plus rien à foutre. Il est là pour gagner un match, il en a plus rien à foutre. Il prend une chaise pour frapper Trick Williams alors qu'il sera automatiquement disqualifié et donner la victoire à Trick Williams. Ça n'a aucun sens. Après tu le vois, il est complètement dégoûté d'avoir perdu. Mais tu te dis, d'où t'es dégoûté d'avoir perdu alors qu'à 2 secondes, t'étais prêt à te faire disqualifier. Ça n'a pas de sens. Vraiment, c'est ce que je trouve un peu dommage dans ce match, c'est vraiment l'écriture de la fin de match qui est pas terrible, hein. Franchement, l'écriture de fin de match, c'est un peu raté, j'ai envie de dire. Il y avait d'autres moyens de faire les choses, quoi. Tu voulais distraire Carmelo Hayes, t'étais pas obligé de faire ce truc-là à la fin. Dommage. Mais après, le match en lui-même était quand même très bon. On a passé un excellent moment. Voilà, le public a chanté à 2 reprises le thème de Trick Williams. Voilà, c'était très bien. Euh, 4,25 sur 5 pour moi, c'est amplement mérité pour ce match. Je pense que je mettrai pas plus hein, parce qu'il y a quand même le finish qui est pas top et ce passage dans le public. Mais le reste, c'était vraiment pas mal, hein. Encore une fois, match typique de Roman Reigns. Donc, moi j'aime bien les matchs typiques de Roman Reigns. Donc, bah, voilà, tu refais la même sauce avec d'autres catcheurs, hein, bah, forcément j'aime bien aussi. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Comme conclusion globale, hein, comme j'ai envie de dire, ce show a eu des très bons matchs, hein. On a combien? Un, 2, 1, 2, 3. Ouais, on a 3 matchs au-dessus des 4 étoiles, 2 matchs au-dessus de 3 étoiles, un seul en dessous de 3 étoiles. Franchement, je trouve que c'est pas mal, hein. Voilà. On va dire, on a eu quand même un très bon stand and deliver, ou du moins un stand and deliver très solide, avec des bonnes décisions, je trouve, à chaque fois. Hein, parce que bon, des fois j'ai tenté des choses et j'ai raté mes pronostics parce que je voulais tenter des choses, même si je me doutais bien que ces choses-là n'allaient pas arriver. Donc, en vrai, je pense que c'était les choix les plus logiques, les meilleurs choix selon moi, hein, personnellement, hein. Peut-être pas pour vous qui vous aviez pronostiqué d'autres choses, hein, mais voilà. Mais ce qui m'a un peu dérangé dans ce Stand and Deliver, c'est que déjà j'avais l'impression qu'on n'en avait rien à faire de Stand and Deliver. Je m'explique, c'est que on est à Stand and Deliver et ben on tease plus WrestleMania que Stand and Deliver. Je veux dire, entre 2 matchs, on aurait pu remettre des trucs pour parler des rivalités. Alors, on l'a fait pour Carmelo Hayes et Trick Williams, on l'a fait pour Angelo et Dragunov, mais on l'a pas fait pour tout le monde. Ils l'ont fait pour certains, et pour d'autres, bah, on a fait du teasing pour Sami Zayn, Gunther. D'ailleurs, je me suis demandé si j'étais dans le bon truc quand j'ai vu ça. On a fait du teasing pour Rhea Ripley, Becky Lynch, du teasing pour comment il s'appelle, Bailey Yoska. Je me suis dit, mais ok, on est à Stand and Deliver et on fait plus de trucs pour WrestleMania que Stand and Deliver. C'est quoi ce délire?
Euh, je veux dire, habituellement dans les PLE de NXT, du coup, on a quand même un fil rouge, on a des choses qui se passent. Là, il se passe que dalle. On nous a teasé un catcheur de Level Up qui devrait commencer dans le NXT normal mardi prochain. Donc pour moi, jeudi, puisque l'épisode, je peux le voir qu'à partir de jeudi. Mais, euh, mais à part ça, il s'est passé que dalle. Aucune construction, aucune écriture. Rien. On était plus en train de teaser WrestleMania qui se passe juste après. Et je trouve ça dommage. WrestleMania, tu le teases avec Raw et SmackDown, pas en te servant de Stand and Deliver. Voilà, ça m'a dérangé. Honnêtement, ça m'a beaucoup dérangé. Je veux dire, Stand and Deliver est pas là pour teaser WrestleMania. Stand and Deliver, il est là pour continuer les histoires de NXT et lancer ce qui peut se passer ensuite dans la reprise d'NXT mardi prochain. Mais voilà, moi j'ai pas trop aimé ce délire-là, parce que du coup, au final, bah, ce PLE, il est un peu chelou, parce qu'en fait, tout ce qu'on a, c'est juste des matchs qui se succèdent entre des pubs pour WrestleMania, et c'est tout quasiment. Donc, ouais, un peu déçu de comment a été écrit ce show, même si encore une fois, c'était un très bon show, avec des matchs très très solides, dont un 5 étoiles pour moi, mais j'ai trouvé dommage que bah, on cherche pas à mettre beaucoup plus l'accent dessus qu'autre chose, quoi. Pourtant, le show il dure 3 heures, mais on n'écrit rien, on construit rien en dehors des matchs. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de NXT Stand and Deliver, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Voilà. Qu'est-ce que vous aussi vous avez trouvé que Stand and Deliver avait une écriture un peu bizarre, hein, à trop se concentrer sur WrestleMania plus que le show en lui-même. Voilà, normalement, t'as toujours des promos packages pour teaser le match alors que le match commence. Là, les trois quarts des matchs, c'était un teasing de WrestleMania au lieu d'un teasing du match. Enfin bref, j'arrive pas à comprendre ce délire. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous a dérangé aussi ou pas. Si vous trouvez que Turnover était excellent comme c'était annoncé, ou si vous trouvez ça moins bien, tout ça. Moi, j'ai quand même trouvé ça très bien, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux si on avait arrêté de se concentrer sur WrestleMania. Bref, dites-moi ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vais attendre une petite heure. Voilà, parce que là, WrestleMania va commencer dans une petite heure. Donc, je vais trouver quelque chose à faire pour m'occuper pendant une heure. Et puis après, je checkerai WrestleMania. D'ailleurs, WrestleMania, je pense que la vidéo, je le ferai le dimanche dans la journée ou dans la soirée. Donc, les vidéos, je sais pas trop comment elles vont sortir, hein, parce que demain, enfin déjà, WrestleMania devrait finir un peu avant 5 heures du mat, en sachant que je dois retrouver ma pote à 10h30. Donc déjà, je vais pas beaucoup dormir. Ensuite, je vais passer toute ma journée avec ma pote. Donc je pense que je ferai au moins le montage avant la nuit 2 de WrestleMania. Pareil pour WrestleMania nuit 1, j'enregistrerai peut-être la vidéo et ferai le montage avant WrestleMania nuit 2. Et après pour la nuit 2, je sais pas comment ça va se passer, quoique lundi j'ai juste un enregistrement à faire, je travaille pas. Donc ouais, je pense que vous aurez peut-être une vidéo, une lundi, une mardi, une mercredi. Comme ça, jeudi, bah, je regarde l'épisode de NXT classique et hop, vous aurez 4 vidéos quasiment chaque jour de la semaine à suivre. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo par jour. Même si, bon, techniquement, la nuit 2 sortira le mercredi alors que le show a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Mais au moins, ça évite de faire un surplus avec plusieurs vidéos dans le même jour. Bref, je conclus vraiment ma vidéo. À très bientôt. Ciao.